C'est ce qui nous donne notre dignité, c'est ce qui nous permet de nous émanciper, de retrouver confiance en nous, ce qui nous permet de nous construire, ce qui nous permet de faire réussir les autres, d'entreprendre, d'être heureux, de donner une place à tous, un destin, une perspective, enfin. En Marche, vous connaissez les propositions d'Emmanuel Macron sur le travail, ça vous intéresse pas du tout? Bonjour. En Marche, vous connaissez les propositions d'Emmanuel Macron sur le travail? Donc par exemple, il veut supprimer les cotisations sociales pour que les Français puissent gagner plus de leur travail. Voilà, c'est des grandes orientations. Sur l'éducation aussi, il propose, pour lui c'est fondamental l'éducation. Mais comment vous avez fait pour... comment ça se passe? Pourquoi vous êtes dans la rue comme ça? C'est plusieurs jeunes comme ça qui... Ouais, plusieurs, c'est ça. je sais pas, qui... En fait, vous étudiez en politique? Ouais, moi je suis référente de Jeunes avec Macron en Gironde en fait. Ah oui, voilà. Ok, d'accord. Et donc voilà, on vient présenter un peu le programme. Ouais, exactement. Ouais, voilà. Et en tant que jeune, on ne va pas vous cacher que la politique, quand on n'est pas trop dedans ou quoi, il faut réussir à se lancer quoi. Donc c'est compliqué. Voilà. Mais écoute, on a un compte Facebook. Ouais. C'est les Jeunes Macron 33. Les Jeunes Macron 33, oui, c'est facile. Voilà, Jeunes Macron 33, Ouais. tu devrais trouver, ou sur Twitter. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc on essaie de relayer un peu l'actualité, ce qui se passe. Il y a plein de commentaires, je sais pas. Voilà, exactement. partager un peu les Et si tu veux nous contacter, si tu as des questions, n'hésite pas à envoyer un petit message. Okay. Nous on est là, et puis si tu veux voir à une réunion comment ça se passe, t'hésites pas. D'accord. C'est ça qui est amusant, c'est que au départ, nous on a voulu vérifier, d'aller interroger des gens pour voir si effectivement on en trouvait. On en a trouvé. Et c'est devenu, donc on a fait ce papier, Libé a aussi fait un papier, mais c'est devenu, c'est les politiques, enfin les candidats eux-mêmes qui se sont emparés du sujet et qui l'ont fait monter. En fait, parce que sinon, ok, on fait le papier et puis on passe à autre chose. J'en arrive à aimer la politique, alors qu'au début, j'étais là, non, jamais la politique. Donc je me suis dit, à aimer autant de sujets et à vouloir autant en parler, le journalisme, c'est vraiment ce que je veux faire, c'est transmettre l'information, c'est le diffuser d'une manière la plus neutre possible.
Nous avons des normes, il faut le faire. En revanche, Mais ouais, tout ça pour dire que je me pose beaucoup de questions, un peu trop. J'aimerais bien que... Mais je suis curieuse quand même d'arriver en mai et de me dire, bon, alors on en est où? J'espère que les choses vont changer. Ouais. Les politiciens arrivent à un moment où ils doivent faire un peu de punchline, c'est comme on dit, ou de faire des grosses phrases qui font un peu le buzz et qui en fait intéressent les gens ou pas du tout. Hein. Ça peut être l'effet inverse, mais je trouve qu'ils se mettent dans des situations tellement bancales pour que les gens le regardent, parce qu'il y a tellement de gens qui se désintéressent de la politique que ben voilà, ils sont obligés de se mettre dans différentes postures pour essayer que les gens s'intéressent au programme d'un candidat et votent pour lui du premier tour au dernier tour, quoi. Et quand tu vois le meeting de Macron, tu sais, où il lève la tête vers le haut, les bras écartés, tout ça. Mais je pense qu'il ne l'a pas fait exprès, mais qu'au bout d'un moment, c'était un petit peu de la mise en scène, tu vois, je pense qu'il maîtrise tellement les codes, Emmanuel Macron, de la politique, des médias et des réseaux sociaux, surtout. On a l'impression que c'est une marque, quoi. Que c'est une marque, que c'est... Une identité. Ouais, c'est ça, enfin, c'est vraiment la marque Macron, quoi. Après, je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais j'espère pour lui que si il est reconnu par les Français en mai, ou toute autre personne hein, d'ailleurs, qu'ils arrêteront tout ça et qu'ils se mettront au boulot, quoi. Okay. Je te donne un message. Non. J'essaie d'être attentive aux commentaires des gens, puis de montrer qu'on est réactif, qu'il y a des gens derrière cette page, il y a quelque chose aussi d'interactif, d'humain, de contact. Donc voilà, on essaie de voir un peu ce qui se passe sur la page, regarder si ce qu'on a partagé, ça a été assez vu, etc. On est très présent sur les réseaux sociaux. Je crois que le compte Twitter des jeunes avec Macron, c'est un des plus gros comptes Twitter qui est considéré comme compte de soutien, etc. Donc il y a une forte mobilisation. Tout est passé par Internet finalement, puisque l'adhésion, elle, se fait par Internet. Moi, je les ai contactés via leur page Facebook en envoyant un petit message. Je ne savais pas si ça allait me répondre ou pas, à vrai dire. Puis ils m'ont répondu. Donc voilà, j'étais en contact du coup avec des jeunes avec Macron, on a échangé, etc. Et puis j'ai été amenée à échanger sur la structuration du mouvement en France et notamment en Gironde. Et voilà, je me suis engagée en Gironde comme ça, à travers finalement l'échange que j'ai eu avec eux au départ par Facebook. Facebook évolue beaucoup et notamment la retransmission en direct, c'est quelque chose qui est arrivé un peu plus tard. Enfin, ce média du direct, je crois que ça a été pris en considération beaucoup par les journalistes quand il y avait tout le phénomène Nuit debout. Sur la place, il y avait justement des citoyens qui se sont dit moi je vais être reporter voilà, sur la place, qui prenaient leur téléphone et qui filmaient en direct, alors sur Periscope, qui est une application justement en direct, ou sur Facebook. Donc on a cet accès direct à l'information. Et puis je crois que ça va aussi avec un peu l'évolution du rapport à l'information, c'est-à-dire que quelque chose qui est en direct, on peut mettre toute l'interprétation qu'il y a derrière, mais on ne peut pas le contester, parce que si c'est en direct, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne peut pas être trafiqué. Donc on ne peut pas avoir cette présomption un peu de désinformation, de conspiration, de manipulation, puisque c'est en direct. Aujourd'hui, ce qui s'est passé avec l'informatique, c'est qu'il y a quelques entreprises qui ont réussi à obtenir un pouvoir énorme, comme Google et Microsoft ou Facebook, qui nous privent de nos libertés ou de la neutralité du net. On est dépendant d'eux pour accéder au changement. Enfin, moi, j'utilise Internet tout le temps. J'ai pas envie que les gens puissent connaître ma vie et décider de tout ce que je vais faire s'ils en ont envie, parce que ça leur donne ce pouvoir-là, en gros, quoi.
j'utilise Internet tous les jours et voilà. Voilà quoi, le jour où ils veulent me pister, ils peuvent avoir énormément d'infos sur moi. Quand j'utilise un logiciel, moi je trouve ça normal que je puisse l'améliorer, quoi, parce que ça coûte de ressources à personne moi j'ai envie un jour, moi je sais programmer et donc c'est pas pour rien que je l'ai appris, quoi, c'est parce que ça me permet de faire beaucoup de choses aujourd'hui et donc quand j'utilise quelque chose, j'aime bien pouvoir l'améliorer, l'adapter à ma façon, ça me semble être l'évidence, quoi. Là, il croit que c'est une barrière. Ouais, mais ça, je regarde pas. Mais là, il faudrait faire les murs. Déjà, moi, je demande très très souvent aux gens que je rencontre comment tu t'informes pour déjà savoir s'il y a des médias que je connais pas encore. Et ensuite, de savoir comment on dit consomment, en gros, comment ils le regardent, combien de temps ils y passent par jour, qu'est-ce qui les intéresse dedans, pour un peu sonder leur intérêt et savoir ce qu'ils aiment bien et pas forcément faire des buzz sur quelque chose, sur une polémique, mais plutôt savoir, par exemple dans les covoiturages, ben, moi, on m'a dit « Ah ben nous on lit Monsieur Mondialisation, nous on regarde Data Gueule ». Je sais pas si... Ah, si. Et du coup, Sylvain, pour toi, est-ce que tu as rejeté les réseaux sociaux parce que cette abondance d'informations de la politique ou des affaires internationales te révulsait un peu ou... Parce que non, j'en trouve pas trop l'intérêt, moi, c'est tout. Je préfère utiliser les ONG, je crois que ça s'appelle des ONG, hein, Avaz, WeMove, et des gens qui se font financer par le public et qui font des actions et qui font des synthèses, des rapports ou des pétitions, quoi. Moi, c'est juste comme ça que je m'informe. Je trouve ça très pertinent, on a de l'information concrète très vite. Bon, ouais, moi, je trouve ça pas mal, quoi. Pourquoi le non gouvernemental serait plus dans la vérité que le gouvernement? Ils sont indépendants du système, quoi. Ils font ce qui leur plaît, ils font avancer les choses, ils sont influencés par personne. Émilie, comment les réseaux sociaux, pour toi, c'est une nouvelle plateforme pour les politiques? Quelle nouvelle cible on arrive à atteindre grâce aux réseaux sociaux? Alors, typiquement, Facebook, c'est quand même quelque chose qui permet une diffusion très très large et très rapide. Je pense que c'est un moyen de communication aussi qui permet un nouveau rapport de la politique à la personne, puisque c'est un rapport à la fois direct et à la fois coupé par un écran, mais en même temps qu'on reçoit vraiment directement. Bon, après, le problème, c'est toute cette histoire des algorithmes. En gros, on voit que ce à quoi on est abonné. Donc, voilà, il y a quelque chose d'assez fermé. Après, pour moi, c'est pas un moyen de convaincre, c'est un moyen d'informer et de permettre aux gens de s'intéresser, de prendre connaissance sur un sujet. Le journalisme et le web,
Donc, juste, déjà, vous, comment vous vous informez aujourd'hui? Je ne sais pas si vous avez déjà vu la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon. Oui. Ouais, ok. Est-ce que vous avez vu la toute nouvelle de Florian Philippot? Parce qu'il en a ouvert une. Ouais, donc je trouve ça intéressant de regarder comment il se débrouille, parce que c'est quand même, YouTube, c'est quand même un réseau social. Il y a une énorme communauté sur YouTube. Et je pense que c'est intéressant de voir et comparer aussi à Jean-Luc Mélenchon comment fait l'un et comment fait l'autre pour convaincre, pour persuader. Et là, on va s'attacher à la forme et on va le re-regarder après pour s'attacher au contenu. Du coup, je compte sur vous pour mettre tout ce que vous aimeriez voir dans cette chaîne dans les commentaires. Évidemment, si ça vous intéresse, vous abonnez. Et puis n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo. Allez, à bientôt. Vous en avez pensé quoi? Voilà. Ouais. Là, il utilise une réelle interaction avec le public, vraiment Ouais. comme un réseau social. Là, on voit qu'il se prête au jeu comme les youtubeurs. Le petit côté décontracté avec la petite tasse, ça frôle le ridicule pour moi, je trouve. Ouais, ok. Il y a pas, il essaie d'être en interaction avec les personnes et tout, mais pour moi, un homme politique, il doit avant tout montrer son programme. Et là, je trouve qu'il finalement, il y a une sorte de pas de culte de la personnalité, mais il met surtout en avant sa personne. Je comprends ce qu'il veut dire, mais je suis pas du tout d'accord dans le sens où je trouve que chez les Français, il y a vraiment trop un côté sacré de la politique. Par exemple, aux États-Unis, on voit bien Barack Obama, il est beaucoup plus détendu que nos présidents. Et moi, je trouve que justement, c'est bien d'avoir d'autres côtés, voilà, de détendre un peu de désacraliser un peu cet aspect de la politique. Et bon, c'est sûr que c'est pas ça qui va révolutionner la politique, mais je pense que ça fait partie des changements qui peuvent permettre déjà d'intéresser un peu plus les jeunes et de créer un certain renouveau. Je suis vraiment pas d'accord avec ça parce que je pense que on a l'impression que le souci de la politique, c'est justement un problème de médias et que le souci, c'est d'intéresser les gens en changeant la forme, donc en parlant directement aux jeunes sur Internet, tout ça. Je crois que c'est pas du tout le problème et que c'est déjà un problème qu'ils en viennent à faire ça et qu'ils n'arrivent pas à nous intéresser par leurs seules idées. Et qu'ils soient obligés d'entamer, de faire Florian fait des vidéos pour en arriver à ce stade ou pour essayer d'intéresser le maximum de jeunes. Et là, on voit qu'ils n'ont pas confiance aux jeunes, on voit qu'ils nous infantilisent, on voit qu'ils nous prennent entre guillemets pour des abrutis en nous mettant des sortes comme si c'était des youtubeurs, alors que non, la politique, ça a d'autres enjeux que d'être youtubeur, je pense. YouTube, c'est la première fois qu'il est accaparé par les candidats de la présidentielle et de différentes manières. Donc on va revenir sur Jean-Luc Mélenchon du coup. Avec les responsables de YouTube, donc on trouve toujours le moyen de s'arranger. Mais ils ne savent pas les autres. Vous savez qui m'a fait ce coup tordu? Devinez. Le service public, France Inter, d'accord? J'ai fait 2 émissions à France Inter qu'on a mis sur ma chaîne YouTube. Vous croyez qu'ils m'ont téléphoné pour dire « Ah non, faites pas ça, monsieur Mélenchon hein ?» Non, 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 ils n'ont rien dit. Ils ont téléphoné directement à YouTube 2 fois. Les gars, ils savaient qu'il n'y en avait plus besoin qu'une, et après, quick, ça coupait ma chaîne. Quand je vois effectivement 20 minutes, moi, ça me rassure dans le sens où il va prendre le temps d'expliquer, il ne va pas être dans l'instantanéité, il ne va pas faire des entourloupes. On va voir l'idée fixe. Je me suis ennuyée en fait, parce que rien qu'au niveau de la forme, etc., le décor, sa manière de parler, pas non plus très vive, on va dire. Donc moi, c'est pas du tout le... J'ai plus des choix de communication différents que font Philippot et Mélenchon. Bien sûr. Mais c'est finalement, l'objectif, c'est un peu le même, c'est récupérer les voix abstentionnistes qui sont quand même un enjeu. Bonjour. En Marche, vous connaissez? Oui, on en parle tout à l'heure. On en parlait déjà. Vous avez déjà un papier? Merci. Bonjour. Bonjour. Les propositions d'Emmanuel Macron sur le travail, ça vous intéresse? Je cherchais à petit voter. Ah, et ben je pense que vous avez trouvé le bon candidat. Si vous avez plus de questions, vous pouvez aller voir le site Vision Macron et vous avez un peu ses points de vue sur tous les thèmes. Donc n'hésitez pas. Merci, bonne journée. J'ai vu que c'est super, j'ai vu. Et en ce moment, c'est ce que je vous disais aussi, on a des grosses campagnes de désinformation avec des montages, des trucs, des machins pas possibles, donc de la désinformation pure et dure. Du coup, le fait d'être sur les réseaux sociaux aussi, ça permet d'équilibrer un peu cette fausse information. Et il y en a vraiment plus que ce qu'on peut imaginer. Les trucs qu'on dit sur Macron, c'est le candidat des banques, regardez tous ses soutiens, etc. Enfin, il y a plein de choses qui sont fausses, qui sont divulguées et qui accrochent l'intérêt des gens. Et je pense qu'on accroche mieux l'intérêt des gens avec quelque chose de faux
et avec quelque chose de vrai. Parce que la réalité, des fois, c'est ennuyeux. Quelque chose, moi je pense qu'on accroche les gens sur, pas nécessairement sur du faux, mais sur des choses très simples à analyser, sur des images. C'est comme nous, quand on informe sur En Marche, ce qu'on veut, c'est créer un déclic. Et des gens, avec la fausse information, tu crées un déclic chez des gens. Et les gens vont se renseigner, ils vont cliquer, ils vont voir en fait des scandales après scandale après scandale, des choses qui sont fausses, hein, mais tu crées un déclic, tu crées un intérêt vis-à-vis de cette information-là. Les gens ils vont se dire ah ben c'est scandaleux. J'ai jamais vu de genre ni de critique de Macron, de trucs outrageux, voilà, faux sur Facebook, ni comme tu dis le truc du FN, je l'ai pas parce que ça dépend aussi de ton réseau. Je veux dire, les gens qui sont amis avec des gens du FN ou des choses comme ça, c'est sûr qu'ils vont avoir cette information, ces fausses informations beaucoup plus facilement. Alissa. Comment je peux me mettre? Je te cache pas. C'est bon comme ça, on voit tout le monde? Non, c'est bon. Merci. Arrête, tu vas tuer un ancien. Bah oui. Quoi? Un ancien? T'aimes bien tuer les anciens, toi? Ça va? Bonsoir, madame. T'aimes bien tuer les anciens? Ça va. C'est vraiment, oui, tu peux trouver en cherchant de l'aide dans le terminal, mais c'est tout. Le problème, c'est qu'avec Windows, le chiffrement, c'est possible, mais c'est un peu compliqué. Je sais que ça a été fait par Red Hat, ça a été commencé à implanter par Red Hat. Ça fait 2 ans qu'ils sont vraiment partout. Ça fait longtemps que ça existe, oui, vu comment c'est lourd et comment c'est usine à gaz. Tu vois. Très rigolo d'arriver sur le sujet des élections. C'est vrai qu'à l'école, on ne nous apprend pas non plus aussi comment gérer une élection. L'éducation publique met trop de temps à réagir sur ces nouveaux médias, à comment amener ces nouveaux médias et comment éduquer les jeunes à avoir cet esprit critique, à savoir analyser ce qu'ils trouvent et bien utiliser ce média. Google, Facebook, mais il y a des sociétés qu'on ne connaît presque pas, où leur seule activité, c'est d'acheter des bases de données de connaissances, de les mettre ensemble, et c'est de plus en plus prouvé que c'est utilisé pour des élections, pour des choses que moi je considère un peu abusées comme utilisation de ça. Pour moi, une élection ne devrait pas utiliser ce genre d'informations pour optimiser ses votes, pour optimiser ses publicités, envoyer tel type de mail à tel type de personne et essayer vraiment de cibler. Je trouve ça un peu limite parfois. Pour moi, le problème flagrant, c'est que l'État français a toujours mis 3 plombes à s'adapter. On a eu les mêmes problèmes avec l'arrivée du Minitel il y a super longtemps déjà. Oui, j'y étais pas, mais de ce que j'en ai vu et ce que j'en ai appris, on a mis 3 plombes de temps à s'adapter au Minitel avant de dire c'est bon, ça marche comme ça, c'est safe, ça marche bien. Internet, c'est pareil. On en reparlera en 2050 quand le truc sera un peu mieux foutu, quoi. Mais c'est encore pire pour Internet parce que c'est mondial d'un coup et ça connecte tout le monde. Pervers parce qu'à la fois très utile, on a accès à tout quasiment instantanément par un simple fil de cuivre ou de la fibre optique, mais il y a aussi une grosse quantité de désinformation et de conneries. Il faut faire le bon choix, il faut gérer, quoi. Moi, je vais faire un petit parallèle historique. Je pense que ça a toujours existé avant l'informatique. C'est toujours les personnes riches, là, ce qu'on disait tout à l'heure, donc des personnes qui se font payer pour faire des clics. Avant, on pouvait aussi se faire payer pour raconter n'importe quoi, ça existait aussi, quand on en tirait un certain avantage. Je pense que c'est pas nouveau et ça se reproduit avec l'informatique, en fait. D'où j'amenais tout à l'heure l'esprit critique. Et justement, pour moi, ça devrait devenir une matière à l'école, même presque à l'école primaire. Je crois que ça y est, à la collège. Il y a l'éducation civique et morale, s'il te plaît. On t'apprend les règles de vie en société, les règles de politesse, tu vois. Ce que tes parents doivent t'apprendre, tes profs t'apprennent. Et après, on t'apprend pas l'esprit critique. Merci l'école, tu m'apprends à vivre. Il n'empêche pas de continuer à ne pas être d'accord.
Est-ce que toi, tu penses aller voter, Sylvain, en mai? Oui. D'accord. Et est-ce que on peut savoir pour qui? Ben, ça, j'en sais trop rien encore. Ouais, t'as pas encore fait ton choix? J'ai une idée, moi. Une proposition à suggérer. Vas-y, bah, fais ta proposition.